Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, l'événement s'ouvre demain. En prélude à la cérémonie, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a inauguré la salle Ali Fariga Touré de 400 places. Également, la mascotte de la Biennale a été dévoilée. Les détails dans ce journal. À Ségou et à Bougouni, le Haut Conseil des collectivités renforce les capacités des acteurs régionaux sur les documents importants comme la vision du Malikoura qu'a Samba Flani Biorani Sabama. Au cours de cette session, l'institution a rendu public aux citoyens et aux autres parties prenantes les actions et les décisions prises au cours de l'année 2025. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, cette bonne nouvelle. En vue de l'approvisionnement de la population en carburant, un important convoi de citernes est arrivé hier soir au niveau du parc du bureau des produits pétroliers. Les citernes, environ 345, aussitôt réceptionnées, les services douaniers sur instruction du directeur général de la douane et conformément au respect du protocole qui fixe un délai maximum de 24 heures pour le dédouanement, rassure la population que toutes les dispositions sont prises afin de ravitailler le plus rapidement possible les stations-service. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le chef du bureau des produits pétroliers, colonel-major Sira Malé, il est interrogé par Arju Matina. Dans le cadre de la continuité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers par les plus hautes autorités, nous venons de recevoir ce mardi 16 décembre une très grande quantité de carburant. Vous pouvez le constater avec moi, environ 345 citernes, tous produits confondus, du gasoil, de l'essence, du jet A1 pour les aéronefs, du fioul pour l'EDM, traité avec la plus grande diligence selon les instructions du directeur général des douanes, dans le cadre du respect du protocole d'accord signé entre les opérateurs pétroliers et le gouvernement, c'est-à-dire dès que les citernes arrivent au niveau du cordon douanier, ces citernes doivent être traitées dans les 24 heures afin de pouvoir ravitailler le plus rapidement possible la population. Et dans cette dynamique des réceptions donc de ce convoi important, nous sommes mis à la tâche. Donc les premières citernes sont déjà traitées et déjà sorties. Et en collaboration avec les autres services, à savoir le comité de gestion de la crise et des catastrophes, la direction de la police, la DGCC, et toutes les dispositions sont prises avec l'œil vigilant du comité ainsi que les autres acteurs pour un dépotage dans les stations-service. Et le gouvernement a privilégié surtout le dépotage dans les stations-service afin de permettre à la population de se ravitailler le plus rapidement possible. Voilà, nous sommes au mardi 16 décembre 2025. Quel est ce message d'assurance que vous avez à l'endroit de la population, puisqu'on constate que les rangs au niveau des stations qui commencent à se former depuis des jours? C'est de garder la confiance et la disponibilité. Donc vous constatez avec nous ici que les citernes sont là, les produits sont disponibles. Et avec l'ouverture du bureau H24, nous, on ne va pas dormir ce soir. Nous allons traiter afin que toutes ces citernes puissent donc sortir et ravitailler le plus rapidement possible la population. Direction Tombouctou, dans quelques heures s'ouvre la biennale artistique et culturelle. En attendant le coup d'envoi de l'événement, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a inauguré la salle Ali Fariga Touré. Dotée de 400 places, elle est entièrement réhabilitée pour un montant de plus de 100 millions de francs CFA sur budget d'État. Occasion était bonne également pour dévoiler la mascotte de la biennale Tombouctou 2025. Ces réalisations soulignent l'engagement du gouvernement à mettre en valeur la culture malienne et à renforcer le rayonnement de Tombouctou à l'échelle internationale. Le reportage est signé Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina. Premier acte posé dans la cité des 333 Saints ce mardi par le ministre de l'Artisanat
de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme et la découverte de la mascotte de la Biennale installée en plein centre-ville. Cette infrastructure est un symbole de l'union, de la cohésion sociale, mais aussi du vivre ensemble qui unit le Malien de tous bords à travers l'art et la culture. La mascotte elle est très belle et c'est l'emblème de la Biennale. Et donc c'est pourquoi nous avons commencé les activités par dévoiler la mascotte qui est la marque déposée de la Biennale artistique du Mali. Voir qu'à Tombouctou, à ce jour, la jeunesse malienne de toutes les régions réunies autour de la Biennale artistique Tombouctou 2025 qu'on a appelé la Biennale de la Renaissance et la Biennale de l'unité nationale. Donc c'était un sentiment de joie et vraiment je souhaite la bienvenue à toutes les délégations. Deuxième acte, l'inauguration de la salle Ali Farka, réhabilitée à coût de plus de 100 millions de francs CFA sur budget d'État. Elle a une capacité d'accueil de 400 places avec toutes les commodités. Les premières visites, les odeurs étaient nauséabondes là-dedans. Aujourd'hui, nous avons une salle toute neuve, en strate, qui peut abriter n'importe quelle manifestation au niveau régional comme au niveau national. Donc c'est pour nous l'occasion, au nom de l'ARDCT, au nom de la population de Tombouctou, de remercier les autorités régionales et nationales pour les efforts consentis pour la rénovation de ce centre-là. L'entreprise Tamcharchar BTP Sarl, chargée de l'exécution des travaux, a pu respecter les délais d'exécution, mais aussi les normes du contrat. C'est financé à hauteur de 138 millions, budget national. L'entreprise, c'est une entreprise locale, Tombouctou. Et le personnel qui a entrepris tous les travaux du moins est un personnel ici de la ville de Tombouctou. Le ministre se réjouit du confort qu'offre l'infrastructure et salue les autorités régionales pour leur implication dans la mise en œuvre des travaux. Nous sommes très contents et très honorés de pouvoir partager ces moments avec le gouverneur de Tombouctou et quelques régions. Donc vraiment la salle, l'ergonomie, c'est bien arrêté et la lumière, ça respecte les normes. Donc c'est sûr que nous allons avoir 2 semaines de biennale de très haut niveau. Donc c'est véritablement la Biennale de l'unité qu'on s'apprête à vivre de façon très intense. Cette inauguration augure déjà la bonne réussite de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. De même que l'arrivée des 3 gouverneurs de région à Tombouctou, à savoir Banyangara, Mopti et Douanza. Autre point de l'actualité, les femmes sont des acteurs clés dans la prévention de l'extrémisme violent. Telle est la conviction de l'ONG Femmes et Développement. Pour y parvenir, elle met en place le projet Agir en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni et la coopération suisse. Ce projet, qui va s'étendre sur une année, vise à prévenir contre l'extrémisme violent à travers l'implication des femmes dans la gouvernance locale. La cérémonie de lancement a eu lieu lundi en présence de nos reporters Aminata Brema-Ouedrago et Sidi Modibo Dameli. Du dialogue à la guerre, en passant par les accords, les autorités maliennes ont tout mis en œuvre pour combattre l'extrémisme violent. Pour appuyer ces efforts, l'ONG Femmes et Développement opte pour l'inclusion. À travers son projet Agir, elle priorise l'implication des femmes dans la gouvernance et leur autonomisation. L'extrémisme violent ne prospère pas dans le vide. Il se nourrit de fractures sociales, d'exclusion et de déficits de gouvernance locale. Face à cette réalité, il est désormais admis que les réponses exclusivement sécuritaires ne suffisent pas. La prévention, l'inclusion et la résilience communautaire sont devenus des leviers incontournables pour éradiquer ce mal. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit le projet Agir. Durant une année, 7 localités du Mali bénéficieront d'actions concrètes visant à renforcer leur résilience communautaire. Des actions qui vont des renforcements de capacité au dialogue intercommunautaire en passant par les clubs d'éveil citoyen. Le tout financé par le Royaume-Uni et la coopération suisse, contribuant ainsi aux efforts du gouvernement. Nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat avec FEDE sur le projet Agir, qui porte une vision forte, celle d'un Sahel où les femmes et les jeunes ne sont plus des victimes silencieuses, mais des acteurs clés de la prévention. Ce projet constitue une réponse concrète aux défis actuels. Le projet Agir
s'inscrit pleinement dans les orientations de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme adoptée par l'État malien. Il répond également aux lignes directrices de la coopération sécuritaire entre les États du Sahel, notamment au sein de l'AES. Ce lancement marque l'inscription de l'ONG Femmes et Développement dans une dynamique sous-régionale. Moussoya Diala au Niger, les Amazones au Burkina Faso et Agir au Mali. 3 projets similaires exécutés dans 3 pays différents avec un objectif commun, des nations apaisées. La Direction nationale du développement social, les acteurs humanitaires sont réunis pour dégager une feuille de route pour une meilleure efficacité des actions humanitaires sur le terrain. La réflexion sur l'opérationnalisation de la localisation dans le secteur des abris et biens non alimentaires est le sujet. Abdoulaye Touré. La localisation constitue un pilier fondamental de l'action humanitaire. Elle vise à renforcer la participation et les capacités des acteurs locaux et nationaux. La localisation repose sur plusieurs axes comme le transfert des responsabilités aux acteurs locaux, l'accès des acteurs locaux au financement humanitaire. De notre côté, l'OIM est profondément convaincu que la localisation constitue un pilier essentiel pour une réponse humanitaire plus efficace, plus durable et mieux adaptée aux besoins des populations qui sont affectées par les crises. Certes, dans le secteur de l'abri, et nous pensons que la localisation pour le Mali est aujourd'hui une stratégie qui est au cœur de la réponse humanitaire et même de la prévention des crises que notre pays vit depuis 2012. La Direction nationale du développement social depuis un certain temps est engagée avec l'UNICEF pour mettre en œuvre une stratégie nationale de localisation, d'accès basé sur la localisation. Tout cela pour vous dire que votre initiative rejoint un ensemble d'initiatives déjà en cours qui, à mon avis, si nous les mettons ensemble, fera en sorte que nos populations soient davantage au cœur de la réponse apportée à eux. Les échanges au cours de cet atelier visent à poser les bases d'une feuille de route pour l'opérationnalisation de la localisation. Tolérance zéro face au BVG, à l'exploitation, au harcèlement et aux abus sexuels en milieu scolaire. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet MICRA. La session vise à donner aux bénéficiaires les outils pour lutter, identifier et dénoncer les cas de BVG. L'initiative est de l'ONG IDCL destinée aux élèves, enseignants et responsables de l'école A de Bankoni. Commentaire signé Bokari Koulibaly. Dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'ONG ID Sahel intensifie sa lutte contre les VBG. À l'école A de Bankoni, elle mène une vaste campagne de sensibilisation pour donner aux élèves, enseignants et responsables scolaires les outils nécessaires afin d'identifier, prévenir et dénoncer ces violences. Une initiative inscrite dans les projets MICRA et PRODEC 2 qui renforce la protection du milieu scolaire. La causerie des débat de ce soir, on s'est surtout appesanti sur la thématique tolérance zéro en concernant toute forme de violence en milieu scolaire. Il y a eu la thématique exploitation, abus sexuels, le harcèlement sexuel et tout ce qui concerne les droits des femmes et des filles et la dignité. Nous espérons que l'information a été faite de manière idoine, participative et que cette activité de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme pour les VBG a en soi porté ses fruits, en l'occurrence en termes de compréhension, au niveau tant des élèves, des parents d'élèves et de toute la communauté de Djaginobougou. Avec pour mot d'ordre tolérance zéro face au VBG, à l'exploitation, au harcèlement et aux abus sexuels en milieu scolaire, cette session d'échange a permis aux élèves de mieux comprendre les thématiques abordées et de s'approprier les bons réflexes. Projet Migara Morogan Barosigi a nafa bare la sama bi parce que abgana ga sababu en koro munumana en femme munumana en ba munumana am siga tulu conseil ala so dona na tawla bi siga kere en do ngana siga ko wereke am ngana so bulu conseil ala lu ga siga ko do dadla projet Migara Morogan wani albi ga do faru ga chesiri ham. La promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, lutte contre les VBG. Si l'ONG ID évolue dans ce sens,
ça fera un plus sur nos activités. Le projet MICRA à travers l'ONG ID nourrit d'autres ambitions. On peut citer entre autres la construction de 501 salles de classe pour 67 écoles, l'extension de 10 lycées et la réhabilitation de 1100 salles de classe. Des investissements majeurs destinés à renforcer un environnement scolaire sûr et à prévenir durablement les VBG dans les régions de Kaï, Nioro du Sahel, Kita, Koulikoro ainsi que le district de Bamako. À Koutiala, Médecins sans frontières et le district sanitaire de Koutiala viennent d'organiser un atelier sur 2 points essentiels. Le premier s'articule autour de la mise en lumière des actions et efforts du projet Médecins sans frontières à Koutiala. Quant au second, il concerne la présentation du nouveau plan de réorientation et d'intégration de ce projet. Reportage signé Brema Kone et Amadou Delo. Cet atelier se veut un cadre de présentation du nouveau plan de réorientation et d'intégration des activités de Médecins sans frontières MSF en collaboration avec le district sanitaire de Koutiala. Aussi permet-il de magnifier les efforts consentis par le projet de Médecins sans frontières pour le grand bonheur des populations de Koutiala. MSF s'est installé à Koutiala en 2009 avec un programme pédiatrique axé sur la prise en charge gratuite des enfants de moins de 5 ans, les infections respiratoires au CCRF de Koutiala. MSF a construit un hôpital pédiatrique bien équipé en matériel nécessaire, donc le coût s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA pour plus de qualité dans les soins fournis aux malades. Après un soutien à 44 CSCOM de la région jusqu'en 2022, MSF appuie aujourd'hui 8 CSCOM et certains services du CCRF. Le nouveau plan inclut le désengagement progressif de certaines unités jusque-là appuyées par Médecins sans frontières et une réorientation des activités vers les soins vitaux au niveau du CCRF de Koutiala. L'une des innovations sera l'extension en 2026 des activités de MSF au cercle de Yorosso. Aujourd'hui, la population de Koutiala est très reconnaissante des réalisations faites au niveau du CCRF. Ces interventions de Médecins sans frontières ont permis, entre autres, un renforcement des capacités des ressources humaines locales au sein du centre de santé de référence, une sécurisation des approvisionnements en intrants nutritionnels et pharmaceutiques et d'offrir gratuitement les campagnes de vaccination et de prévention ainsi que la prise en charge des victimes des conflits. Une visite guidée a été menée en marge de l'atelier pour constater les interventions du projet de Médecins sans frontières à Koutiala. Rendre public aux citoyens et aux autres parties prenantes les actions et les décisions prises au cours de l'année 2025, telle est la démarche du Haut Conseil des collectivités à Ségou et à Bougouni. Les concertations permettent de renforcer les capacités des acteurs régionaux sur les documents importants comme la vision du Malikoura, Kabe Samba Flani Bioroni Sabama. On en sait plus avec Abdul Karim Konaté depuis OATM Bougouni et Honoré Tchenou depuis Ségou. Pour la concertation régionale du Haut Conseil des collectivités à Ségou, 2 restitutions. La première, celle des travaux des sessions ordinaires de mai et novembre 2025. La seconde, celle de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Il s'agit aussi non seulement de mieux faire connaître le Haut Conseil des collectivités, sa place, son rôle stratégique dans le dispositif national de décentralisation du territoire, sensibiliser les populations pour le retour définitif de la paix dans un Mali réconcilié. Nous sommes convaincus que la présente concertation contribuera non seulement au renforcement de vos capacités institutionnelles respectives, mais également à l'amélioration du service public local au bénéfice de vos populations. Pour ce qui est de l'appropriation de la Charte nationale, les autorités de la transition ont initié une démarche légitime et prometteuse qui va permettre aux Maliens de se parler entre eux-mêmes sans ingérence extérieure. Et le Haut Conseil des collectivités, conformément à l'une de ses prérogatives, ne peut rester en marge de cette démarche. Les restitutions des différents experts et échanges permettent une meilleure compréhension des actions du Haut Conseil des collectivités, parmi lesquelles les cadres et domaines du partenariat entre Haut Conseil des collectivités et les autres acteurs de la décentralisation. Je voudrais saluer le Haut Conseil des collectivités pour cette heureuse initiative d'établir cet espace d'échange avec les forces vives de la région
autour des questions intéressant la vie de notre nation. Une soixantaine de participants composés de représentants des services techniques, d'organisations de la société civile et autorités traditionnelles prennent part à cette journée de concertation. C'est un atelier de concertation régionale du Haut Conseil des collectivités qui a pour objectif de rendre publiques les actions et les décisions prises par la dite institution. Cette redevabilité est, selon le Haut Conseil des collectivités, l'un des principes clés pour assurer la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Le Haut Conseil des collectivités étant la représentation nationale des collectivités, se donne le devoir de restituer les différents travaux des sessions au titre de l'année 2025, au cours desquels il a eu à donner des avis sur des projets de textes soumis au gouvernement et sur des documents de politique nationale, parmi lesquels la Charte nationale pour la réconciliation nationale. Les travaux de cet atelier ont essentiellement porté sur les activités de l'institution à travers ces deux sessions ordinaires. Il s'agit aussi du rappel des innovations sur les textes de la décentralisation et la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Lors de la session, il y a eu des documents soumis au Conseil des collectivités par le gouvernement. Donc ces documents, nous les avons étudiés pour donner des avis. Donc après cela, nous donnons la parole à nos mandats. Quand nous pensons, c'est pour recueillir les déshydratats, tous les besoins qu'ils ont au niveau de leur région pour les faire remonter à qui des droits. Ça c'est d'un, mais expliquer également le contenu des travaux de nos sessions. Cette concertation régionale qui a réuni les élus locaux de la région de Bougouni et les représentants de l'État a adopté une panoplie de recommandations concernant les projets de texte et la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. À Ségou, le RIPOD et son partenaire financier Amené Suisse réinforme et sensibilise une cinquantaine de leaders religieux sur la fatwa dans le cadre des violences basées sur le genre. La rencontre vise à partager avec ces leaders le contenu de cette fatwa, avis des spécialistes de la région sur des bienfaits de la société. Amadou Diallo et Moussa Fofana. Il s'agit à travers cette rencontre de vulgariser les avis des experts religieux sur les VBG, violences basées sur le genre appelées fatwa en islam. Cette session s'adresse à une cinquantaine de leaders religieux composés d'imams et de représentants d'autres groupements religieux. Une rencontre organisée par les RIPOD, Réseau Islam, Population et Développement. Les RIPOD Cette rencontre du RIPOD vise à informer les leaders religieux sur le contenu de la fatwa. Son contenu est axé sur les bonnes pratiques de la société afin que les enfants et les femmes vivent en paix. Cette session d'information est couplée à une conférence sur le rôle des leaders religieux et l'importance de la fatwa dans la lutte contre les VBG. Cette fatwa a été tirée des argumentaires qui ont été préétablis à partir du Coran et des hadiths. Et nous avons tiré beaucoup d'arguments dans le Coran et dans les hadiths qui montrent la nécessité du respect des droits des femmes et surtout pour lever aussi l'amalgame qui est fait, surtout au Mali, ici dans le milieu religieux, entre la religion et les pratiques néfastes qui sont dues certainement aux cultures et à la société. Toutes ces activités de sensibilisation du RIPOD s'inscrivent dans les cadres du projet Religion et droits des femmes, un projet soutenu par Yamane Suisse dans 10 villages de la commune rurale de Pelingana. Le Palais de la Culture, en partenariat avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière, a procédé au lancement de la première phase de Alamissa Kene, un programme qui propose une série de contes de légendes aux enfants tous les 2e et 4e semaines du mois durant 6 mois. Une occasion de divertir et d'éduquer les tout-petits, compte rendu signé Awa Traoré. Des chants et des contes dans un décor riche et coloré rappelant notre passé glorieux. Nous avons voyagé au cœur de la tradition à travers des contes, des légendes et des devinettes.
Un voyage rendu possible grâce au programme éducatif du Palais de la Culture à la Missa Kene. C'est un programme de contes qui existait avant au Palais de la Culture. On veut juste le relancer pour l'année 2026. Donc on va faire des séances de contes 2 fois par semaine pour éduquer les enfants, dérouler 2 fois dans le mois, chaque 2e et 4e jeudi du mois. On invite les étudiants, les élèves et les parents à venir écouter nos conteurs par rapport au message de paix et de cohésion sociale, est ouvert à tout le monde. Les contes et les devinettes, des récits narratifs à la fois humoristiques et remplis de sagesse, ont émerveillé le public, en particulier les enfants. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Parmi les contes que j'ai écoutés, celui de Sungalo m'a enseigné que rien ne s'obtient facilement dans la vie. Nous, les parents, nous avons appris avant à travers nos parents et une manière d'éduquer les enfants, des choses qui se sont passées avant, les faire comprendre que la vie ne s'arrête pas à l'amusement seulement. Les contes sont d'une importance capitale dans la transmission des valeurs sociétales. Perpétuer cette tradition ancestrale à travers Alamisa Kene est l'objectif du Palais de la Culture et ses partenaires. Une bonne initiative. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.